pense que c'est une nécessité absolue de restaurer ce lien, parce que sinon, je pense que le pire est à venir en fait, hein. Ce qu'on est en train de voir, c'est léger par rapport à ce qui va se passer quand cette épidémie va se terminer. Moi, c'est l'après-coup qui m'inquiète beaucoup. Je suis pas sûre que quand on va dire aux gens: «Vous pouvez sortir», ils vont se mettre à sortir. Je suis pas du tout sûre de ça. Donc les adolescents, je pense qu'il faut aller à leur rencontre. Si évidemment ils n'ont pas la force ou la possibilité, la capacité psychique de venir poser eux-mêmes une demande, alors il faut aller à leur rencontre. Actuellement, j'ai reçu ces derniers temps quelques adolescents en cabinet qui m'étaient adressés par des psychologues hospitaliers parce que ces adolescents s'étaient automutilés, avaient fait des tentatives de suicide et s'étaient retrouvés à l'hôpital. Voilà. Donc, malheureusement, il a fallu qu'ils en passent par là pour pouvoir venir essayer de trouver un lieu de parole dans lequel il s'agit de faire quoi quand on est clinicien? Il s'agit, à mon avis, euh, comment dire, de susciter le mouvement de la remise en mots, parce que euh, en vérité, quand on fait une authentique offre de parole à un adolescent, il s'en saisit. Voilà. Donc, je pense que d'un point de vue social, collectif, politique, il faudrait donner des moyens aux institutions auxquelles l'adolescent a affaire, hein, l'école, le lycée, l'université, etc., qui permettraient de proposer ces rencontres et ce travail d'accompagnement. Et on peut faire le pari que les adolescents s'en saisiront. Ils vont s'en saisir si, dans ces rencontres, dans ces contacts qu'on va pouvoir mettre en place avec eux, on va suffisamment redonner sa valeur au langage à travers les mots. L'adolescent va à son tour trouver un choix possible pour lui. Mais ça suppose qu'on les autorise à dire qu'ils vont pas bien. Vous voyez? Parce que ce qu'ils disent souvent aussi, c'est qu'entre eux, ils n'osent pas se dire que ça va pas. Vous voyez, ils vont pas, mais ils osent pas se le dire en fait. Donc, ce serait bien qu'ils puissent déjà s'autoriser à dire que ça va pas. Et c'est une ouverture pour construire avec eux, pour essayer de mettre en place des mots pour interpréter. Je pense qu'il faut qu'on interprète avec eux le passage d'une part qu'ils sont en train d'effectuer en tant qu'adolescents, mais aussi le réel auquel on est, nous aussi d'ailleurs, hein, livrés avec eux. Voilà. Je pense que on n'arrête pas de dire que c'est difficile pour nous de penser. Il faut savoir que pour eux, c'est encore plus difficile parce qu'ils sont déjà occupés ailleurs, on l'a dit, avec la puberté et tout ça. Donc, je pense qu'il faut faire là cet effort d'aller à la rencontre et de penser avec eux des possibilités d'interpréter ce qui est en train de se passer. Quelque chose qu'on interprète, on va forcément y mettre le sens qu'on peut. Et du coup, forcément, ça va nous permettre de prendre un peu de distance. Voilà. Parce que je crois qu'au fond, ce qui est en jeu dans cette affaire de Covid, c'est que ce Covid, il confronte à la question de la mort. Bon, en Belgique, je suppose que c'est comme en France. Tous les soirs, on nous égrène le nombre de victimes. Voilà. Rencontrer la violence de la mort à l'adolescence, c'est particulier quand même. C'est pas évident, hein, c'est particulier. Et je pense que ça contribue à engendrer des formes de sidération, parce que penser la mort, hein, c'est, à mon avis, déjà impossible, on le sait. Hein, on a beau essayer de philosopher là-dessus, c'est impossible de penser la mort, nous dit Freud. Hein. Mais la certitude actuellement, ce que nous donne le Covid, ce dans quoi nous met le Covid, c'est qu'on est dans une certitude d'avoir à penser la mort. Vous voyez? Et je ne sais pas bien comment, c'est ça que cette épidémie convoque. Et je ne sais pas bien comment ça pourrait ne pas être terrifiant pour un adolescent d'être convoqué à cet endroit-là.